Voilà, parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je m'appelle Nicolas Noël. Moi, je fais de la consultance en cybersécurité maintenant depuis quasiment 15 ans. Quand j'ai commencé, ça ne s'appelait pas encore cybersécurité, c'était pas encore sexy et en demande comme maintenant. Donc, quand je suis sorti de mes études d'informatique, j'ai vraiment dû me battre pour faire de la sécurité parce que c'était ce que j'avais envie de faire, mais à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde qui cherchait. Et donc, ce qu'on m'a demandé aujourd'hui, c'est de vous faire une présentation en disant voilà, pourquoi est-ce que la cybersécurité c'est important et quel est vraiment le contexte global. Si on prend un petit peu de la hauteur, on a vu ce qui était attendu. On va voir un petit peu le b.a.-ba de la cybersécurité avec les présentations qui vont arriver. Maintenant, pourquoi est-ce qu'en tant qu'enjeu de société, la cybersécurité est important et pourquoi est-ce que c'est important de donner des notions de cybersécurité aux élèves et à la nouvelle génération. Donc voilà, pour commencer, un petit peu, qu'est-ce que c'est la cybersécurité? Il y a deux grandes notions dans la cybersécurité. Malheureusement, il y a un petit peu un abus de langage. Parce qu'en fait, la cybersécurité, ça désigne deux choses. Ça désigne la sécurité, donc les moyens humains, techniques et organisationnels, de prévention et d'intervention contre les risques à caractère accidentel. Maintenant, ça, c'est quelque chose dans lequel il faut se prémunir. Les inondations, les pannes électriques, mais ce n'est pas le plus grand risque. Quand on pense cybersécurité, on ne va pas forcément penser en disant tiens, ben voilà, il faut faire attention à ce que mon ordinateur ne prenne pas une surtension si on a la foudre, ou que je dois faire attention à ne pas renverser ma tasse de café sur mon clavier. On va avoir plutôt tendance à penser à ce qui en fait est de la sûreté. Et la sûreté, c'est l'ensemble des moyens dédiés à la prévention des actes de malveillance. Ces actes, par définition volontaires, ont pour finalité le profit ou l'intention de nuire. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de la cybersécurité, en fait de la cybersureté, qui est la prévention de ces actes malveillants. Là où on va vraiment avoir des acteurs, et ça, il y a plein de types d'acteurs possibles et imaginables, on en viendra après dans la présentation, qui ont vraiment une volonté de nuire. Et là, on n'est pas dans de l'accidentel, on n'est pas dans j'ai pas fait exprès ou je ne pensais pas, on est vraiment avec des acteurs qui ont une volonté délibérée de nuire et de provoquer des incidents. Si on regarde, il y a trois grands domaines, trois grands aspects de la cybersécurité: la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Ça, c'est vraiment le b.a.-ba, la sainte triade de la cybersécurité. Les données et les systèmes, on veut que la confidentialité soit respectée. Si vous pensez à une banque, un hôpital, une organisation, même une école, il y a plein de choses. On se dit, tiens, ben voilà, on a des données qu'on n'a pas forcément envie de voir exposées au monde extérieur. On n'a pas envie d'avoir les données de patients qui sont exposées au monde extérieur. On n'a pas envie d'avoir les transactions bancaires exposées au monde extérieur. À l'échelle d'une école, ben, le dossier des différents élèves avec les points, c'est quelque chose que vous avez envie de garder pour vous, que vous ne voulez pas non plus rendre disponible. L'intégrité est aussi extrêmement importante. L'intégrité des données, l'intégrité des informations, et être sûr que les données qui sont là sont intègres, n'ont pas été modifiées par une personne malveillante. Et ça, pour reprendre le même exemple, ben, un hôpital a envie d'être sûr que les résultats d'analyse n'ont pas été modifiés. Les banques, encore plus important, elles veulent être sûres que le montant qu'il y a sur votre compte en banque n'a pas été modifié non plus. Et même chose, à l'échelle d'une école, ben, les notes des élèves, même si certains aimeraient de temps en temps bien pouvoir les modifier et se donner quelques points en plus, c'est quelque chose qui doit aussi rester intègre et qui doit rester auquel on doit encore pouvoir faire confiance. Dernier aspect, la disponibilité, c'est vraiment de pouvoir accéder aux données, accéder au système quand vous en avez besoin. Et donc ça, le quand vous avez besoin, il va avoir une certaine flexibilité. Allez, il n'y a pas les mêmes attentes pour une école où on peut peut-être se dire en disant tiens, ben voilà, si on n'a pas les données dans la seconde, oui, c'est pas un drame. Pour des banques, pour des hôpitaux, ça va être beaucoup plus important d'avoir une disponibilité très très forte. De dire voilà, les systèmes doivent être disponibles. Si à partir du moment où vous êtes dans le magasin, vous voulez faire une transaction avec votre carte, ça ne va pas, vous n'allez pas être content.
Si vous êtes à l'hôpital aux urgences et qu'on dit « Ah oui, mais les données avec votre dossier et votre historique ne sont pas disponibles », ça va aussi poser un problème. Donc là, on est vraiment dans la disponibilité des données. Et les trois concepts, confidentialité, intégrité, disponibilité, sont vraiment le cœur de la cybersécurité. À côté de ça, on a encore plein d'autres choses qui ne sont pas vraiment de la cybersécurité. Tout ce qui est désinformation. Ça va toucher à l'informatique. Maintenant, on ne va pas considérer ça comme faisant partie intégrante de la cybersécurité. Tout ce qui est, même chose dans le cyberharcèlement, va vraiment être à la frontière. Ça va faire partie de la cybersécurité à partir du moment où on va avoir de l'exploitation d'informations confidentielles. Si quelqu'un pirate un compte en disant « Tiens, ben voilà, je vais aller sur la boîte mail ou sur le WhatsApp de quelqu'un, aller récupérer ce que je peux trouver de bien compromettant et puis l'utiliser pour harceler », oui, ça va être ça va faire partie de la cybersécurité. Maintenant, il y a aussi plein d'autres formes de cyberharcèlement qu'on ne va pas vraiment considérer comme étant la cybersécurité. Maintenant, pourquoi est-ce que la cybersécurité est importante et est vraiment un enjeu pour notre société actuelle? Et donc, pour ça, il y avait deux nombres que j'avais envie de vous partager. Et le premier, c'est 2010, qui est lié à un événement qu'on a appelé Stuxnet. Et qu'est-ce que c'est Stuxnet? C'est en 2010, toute une série de firmes informatiques ont commencé à voir un virus arriver et se sont posé la question, tiens, mais qu'est-ce que c'est un petit peu? Parce que c'est un virus qui présentait certaines caractéristiques qu'on n'avait encore jamais vues avant. Première caractéristique que les sociétés de sécurité, donc les Norton et Microsoft, et en analysant, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? On dit, là, ce virus a une préférence pour une certaine région géographique. Ça veut dire qu'on le voit très très peu en Amérique, on le voit très très peu en Europe. Là où on va vraiment avoir tendance à le voir se déployer, à le voir opérer, ça va être toute la zone du Moyen-Orient. Et on commence à se poser des questions et à réfléchir. La deuxième grosse caractéristique de ce virus, c'est sa complexité. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Autant avant, les virus qu'on voyait, c'était plus l'affaire de petits groupes de hackers pour se faire connaître, pour se faire de la pub avec les vieux virus comme I Love You qui se répliquaient simplement ou des choses quand même d'une complexité pas extraordinaire. Là, on se retrouve vraiment avec quelque chose, tout le monde se dit « Waouh, c'est quelque chose… » Allez, je vais pas dire que c'était une œuvre d'art, mais presque. On a une complexité, une ingénierie qu'on n'avait jamais vue avant, avec tout un chaînage de failles informatiques qui n'étaient pas connues. Et tout le monde est un petit peu interloqué en disant « Tiens, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'a jamais vu ça avant et c'est pas quelqu'un qui a fait ça dans un garage. C'est vraiment réfléchi, c'est vraiment programmé, c'est vraiment… Qu'est-ce que c'est ?» Et ça a mis un certain temps avant qu'on arrive vraiment à trouver ce que c'était ce virus et pourquoi il était là. Et c'est lié avec ce pays. Ça, c'est le dirigeant iranien qui visite l'usine d'enrichissement d'uranium. Et donc la conclusion des analyses était que le virus, s'il se déployait dans le Moyen-Orient, c'était pour cibler l'Iran. Et quel était le but du virus? C'était perturber le programme d'enrichissement nucléaire iranien. C'était une attaque délibérée de certains pays pour arriver à infecter les machines contrôlant l'enrichissement d'uranium et pour pouvoir, avec une augmentation de certains paramètres techniques des centrifugeuses, provoquer une usure prématurée des moteurs des centrifugeuses ainsi qu'une détérioration de la qualité de l'uranium. Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi est-ce que je vous ai partagé la date de 2010? C'est parce que dans l'histoire de l'informatique et un petit peu l'histoire de la cybersécurité, c'est la première fois qu'on voit vraiment un acte délibéré avec vraiment une intention de perturber et vraiment une attaque de nation à nation. Qui était derrière? Il y a eu énormément de suppositions, d'hypothèses. Le consensus qu'on a un petit peu, même si on ne le saura sans doute jamais, où il faudra encore attendre 20 ou 30 ans que les archives tombent dans le domaine public,
le consensus est que ce soit une attaque de la CIA et des services secrets israéliens. Maintenant, si on regarde, allez, je pourrais faire une présentation de 3-4 heures rien qu'avec ce type d'attaque. Je fais un petit peu un filtre en disant, ben voilà, ça c'était la première, maintenant on va se rapprocher un petit peu. On se rapproche dans le temps, on se rapproche de manière géographique, on est en 2012. Et donc là, en 2012, pas loin d'ici, à Bruxelles, Proximus détecte qu'il y a des accès non autorisés à une partie de son infrastructure. L'infrastructure qui n'est pas utilisée par monsieur et madame tout le monde, mais une partie de l'infrastructure de Proximus qui est utilisée dans les échanges internationaux. Échanges internationaux, donc ça veut dire que toutes les ambassades et toutes les missions diplomatiques sont connectées à ce réseau spécifique qui s'appelle BIT. Donc là, il y a aussi toute une série d'analyses qui sont faites. Là aussi, c'est une attaque qui est à haute complexité, avec des failles qui ne sont pas connues. Et donc, on se rencontre à un certain moment avec les analyses. On dit, voilà, c'est pas non plus un groupe de pirates dans son garage. On est aussi face à une attaque étatique avec pour volonté de pouvoir espionner certaines missions diplomatiques ici à Bruxelles. Là, le consensus, on est un petit peu sur des acteurs différents. D'après ce qu'on sait, là, encore il faudra attendre 30 ans pour avoir les archives ouvertes. On serait plus avec les services secrets anglais et américains qui étaient très intéressés de voir ce que certaines missions diplomatiques racontaient. Encore plus récent, 2021. Et ça a été publié aussi, ça a fait les gros titres. Ici, c'est même Le Monde. Je ne l'ai pas trouvé facilement sur la Libre ou Le Soir. On se rend compte que le ministère de l'Intérieur, ici en Belgique, a été piraté. Que les pirates sont restés au moins 3 ans dans les systèmes sans être détectés, avant d'être détectés, à pouvoir se balader, regarder certaines informations. Et là, on pointe un petit peu vers l'autre côté du monde. D'après les analyses de la sûreté de l'État, on serait sur des acteurs chinois ou asiatiques. Et donc là, vraiment la conclusion, et M. Boursu mentionnait un petit peu, oui, ce sont des États voyous. Je pense que si c'est le cas, ben, tous les États sont un petit peu voyous, parce que quand on regarde un petit peu, il n'y a pas forcément que ceux qu'on considère un petit peu comme voyous. En fait, tout le monde le fait. Tout le monde le fait, et ça c'est quelque chose auquel il faut être conscient, et c'est pour moi une des grandes leçons, c'est de dire, ben voilà, on vit dans un monde où une partie des conflits va avoir lieu dans le cyberespace. C'est quelque chose, et ça je ne l'ai pas mentionné dans la présentation, mais ça c'est quelque chose qu'on voit aussi avec la guerre en Ukraine, et c'est comme ça qu'on a pu détecter aussi le début de la guerre, parce qu'on savait qu'on avait une situation assez tendue, avec les troupes qui commençaient à se rassembler. Et à un moment, avant même que le premier blindé mette le contact et commence à avancer, tout le monde savait que ça allait arriver. Pourquoi? Parce qu'on a vu une vague d'attaques informatiques de la Russie vers l'Ukraine. Et là, tout le monde s'est dit, ok, ça commence. C'est une question d'heures. La première vague, elles sont des attaques virtuelles pour couper les lignes de communication, pour couper le courant. Et d'ici quelques heures, peut-être un jour, ben les troupes vont arriver, les chars vont arriver. Et donc ça, on est vraiment dans un monde où on ne peut plus imaginer un conflit sans dimension cyber, où tous les conflits vont avoir, et même plus que les conflits, ou même les relations entre États vont aussi avoir une composante cyber. On ne va plus envoyer James Bond à poser des micros, écouter là-bas. On va envoyer des virus pour faire le travail, pour rassembler de l'information, pour perturber dans certains cas. Et donc c'est le monde dans lequel on vit et c'est le monde dans lequel on va continuer à vivre. Deuxième chiffre que je voulais vous partager, c'est celui-ci. Donc c'est 10,5 trillions. Et donc là, quand j'ai vu le chiffre, je me suis dit, ok, bon, Nicolas, qu'est-ce que c'est un trillion? Et donc j'ai tapé dans Google en disant définition trillion. Et donc un trillion, c'est 1 milliard de milliards.
Et donc là, 10,5 trillions, 10,5 milliards de milliards, c'est l'argent généré par le cybercrime par an. En termes de PIB, c'est la troisième économie du monde. Donc on a d'abord les États-Unis, la Chine et le crime cyber. Et on se retrouve avec des ordres de grandeur qui sont bien au-dessus du trafic de drogue, du trafic d'êtres humains ou de la prostitution. Donc on est vraiment un niveau au-dessus. Maintenant, qu'est-ce que ça suppose? Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on a aussi toute une économie parallèle. Si à un moment, vous vous dites, tiens, ben voilà, moi je vais lancer ma petite PME, un outil qui est génial, qui est aussi un fleuron wallon, c'est Odoo, vous pouvez très rapidement dire, ben voilà, moi je vais développer ma petite PME, j'ai besoin d'un logiciel de comptage, un logiciel pour gérer mon stock, pouvoir envoyer une mailing list à mes clients. Vous allez chez Odoo, vous payez, je ne sais plus combien c'est leur pub, quelques euros par mois par utilisateur, et vous avez directement un paquet de base pour lancer votre société. Eh bien, ça existe aussi dans le crime cyber. Si demain, vous vous dites en disant, tiens, ben voilà, moi j'ai envie de lancer ma petite organisation criminelle, eh ben, il y a l'équivalent d'Odoo, vous payez quelques euros, vous allez avoir une plateforme avec déjà tous les outils de base préconfigurés pour pouvoir vous aider à lancer vos premières attaques. Vous allez aussi pouvoir suivre une formation. Vous vous dites, tiens, ben voilà, moi, je ne suis pas vraiment à l'aise, je ne connais pas la plateforme, ben, il y a des formations qui existent. Il y a un helpdesk. Ok, j'ai un problème technique, voilà, okay, peut-être vous prenez le téléphone, vous dites, voilà, j'y arrive pas, est-ce que vous pouvez m'aider? Et c'est vraiment des sociétés qui sont gérées comme des sociétés commerciales, où on va faire attention à la satisfaction client, on va faire attention à la satisfaction des utilisateurs, on va dire, tiens, ben voilà, quelle est la nouvelle fonctionnalité qu'on pourrait mettre dans notre plateforme pour aider nos utilisateurs, pour avoir un avantage concurrentiel par rapport à la plateforme d'à côté. Et c'est quelque chose qu'il faut réaliser, c'est que ça existe. On n'est plus avec quelques pirates dans leur garage, on n'est plus avec quelques personnes individuellement, on se retrouve avec une industrie organisée dans le crime, où on va d'un côté faire des attaques contre la masse, où on va, sans vraiment faire de différence, cibler monsieur et madame tout le monde, les petites PME, ou alors d'autres organisations vont avoir d'autres tactiques en disant, nous, ça ne nous intéresse pas de faire énormément d'attaques où on sait bien qu'on ne va pas pouvoir avoir énormément d'argent, on va vraiment cibler les gros poissons. Il y a eu un exemple d'attaque en 2016 contre la Banque nationale du Bangladesh. À votre avis, combien est-ce qu'ils ont réussi à prendre en une seule attaque? 80 millions de dollars. Et ils avaient même essayé de faire plus. Il y a une partie qui a été bloquée, il y a une partie qui a été détectée, qui a été bloquée, mais ils sont partis avec 80 millions. Et au jour d'aujourd'hui, l'argent n'a toujours pas été retrouvé. Et ils ont réussi en une attaque à voler 80 millions. Donc ça, on se retrouve aussi avec des acteurs qui sont là, qui ont du résultat à faire et qui vont attaquer tout le monde. On a attaqué en tant que personne. On a déjà tous reçu des mails de phishing, le mail de la riche veuve africaine qui cherche un héritier. Maintenant, voilà, c'est que ça marche toujours s'ils continuent à les envoyer. Les petites sociétés sont ciblées et généralement celles qui vont payer. Pensez à un petit cabinet d'avocats, un petit cabinet d'architectes, un dentiste. Lui n'a pas vraiment de grosse informatique, donc à partir du moment où on lui demande un montant raisonnable pour récupérer ses données, pour pouvoir continuer à faire son métier, il va sans doute pas s'en vanter, mais il va payer. Et à côté de ça, on va attaquer les hôpitaux, on va attaquer les grosses sociétés, et on va essayer de faire du profit. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu en 20 minutes. Pourquoi est-ce que la cyber, ça nous concerne tous? Ça va continuer à nous concerner. Ce n'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain. Je pense que, comme M. le ministre l'a mentionné, ça ne va pas aller en s'améliorant. Aussi bien en termes de relations entre États que de cybercriminalité,
Je pense qu'on est encore qu'au début. Et donc là, c'est pour nous, c'est très important d'éduquer tout le monde. Une partie de cette éducation, c'est évidemment la génération future, de pouvoir leur expliquer un petit peu quels sont les bons comportements à adopter, mais aussi, je pense que pour beaucoup, ils sont intéressés aussi de savoir le pourquoi. De dire, tiens, ben voilà, dans quel monde est-ce qu'on vit, dans quel monde est-ce qu'ils vont devoir grandir, et ça va faire partie de leur monde, encore plus du nôtre. Je pense qu'ici, on est encore beaucoup à avoir un petit peu connu le monde sans Internet, le monde sans tout ça. Eux sont nés dedans. Et donc ça, c'est quelque chose avec lequel ils vont devoir grandir, ils vont devoir vivre. Et je pense que c'est aussi un petit peu le rôle des enseignants de pouvoir un petit peu remettre les choses dans leur contexte. Et ben voilà ce qui se passe. Et voilà pourquoi c'est aussi important de faire attention à votre hygiène sur Internet, de faire attention à votre sécurité. Ce n'est pas, ça ne va pas être des choses anodines. Donc nous, bon, allez, comme on l'a mentionné, c'est aussi un petit peu l'occasion de faire notre pub. Donc on essaie d'amener un petit peu notre pierre à l'édifice. Et donc on a développé le concept d'ELA. Donc ELA, c'est une cyber-héroïne qui est déclinée dans une BD et qui vise à expliquer aux enfants entre 10 et 12 ans, au 5e, 6e primaire, un petit peu pourquoi c'est important la cybersécurité et quelques bons petits réflexes à mettre en place. Donc on aura un workshop cet après-midi, j'ai des BD à distribuer, donc n'hésitez pas à passer. C'est certainement pas complet, mais c'est un petit peu notre petite initiative, en espérant que ça va pouvoir rejoindre énormément d'autres initiatives, d'autres acteurs qui ont envie de faire bouger les lignes et que tous ensemble, on puisse arriver à avoir une société un peu plus sécurisée. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions, je ne sais pas au niveau timing où j'en suis, juste bon. Oui. C'est courant. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment de frontières. Donc, ces plateformes ne vont pas être, généralement, ne sont pas hébergées en Europe. Ça va être hébergé dans des pays, généralement, qui ont d'autres chats à fouetter que d'essayer de contrôler ces activités. Et c'est ça toute la difficulté. Et puis, même chose, on est dans un monde qui bouge extrêmement vite. Ces plateformes-là sont mobiles, ne vont pas rester très longtemps sur le même hébergement, sur le même pays, et vont souvent avoir un coup d'avance. Parce que oui, il y a certains acteurs, il y a une cellule, la police fédérale, qui vont collaborer avec leurs homologues européens, essayer de faire fermer ces plateformes-là. Maintenant, ça va être un jeu du chat et de la souris. Ils vont réussir à fermer un hébergement là-bas, ça va déménager dans un autre pays, à l'autre bout du monde, où il va falloir de nouveau... Et malheureusement, les services de police ont toujours un coup de retard. Ah oui, oui, maintenant, oui, maintenant, évidemment, les utilisateurs peuvent être pénalisés. Il y a quand même encore un certain anonymat sur Internet parce qu'on parle de plateformes qui sont disponibles sur le dark web où ça demande quand même une certaine technique et où il y a certaines mesures qui sont mises en place dès le départ pour justement ne pas pouvoir identifier les utilisateurs. Donc là, il y a certaines choses qui sont mises en place et il y a des efforts des services de police pour le faire. Maintenant, généralement et malheureusement, rien que d'un point de vue moyen humain, ce n'est pas suffisant, en comptant aussi qu'il y a certains pays qui sont beaucoup plus coulants avec cette forme de criminalité, et où il y a aussi, et c'est là qu'un petit peu le monde virtuel va
où la frontière va être un petit peu plus floue. Il y a aussi certaines organisations mafieuses qui utilisent ce genre de technique et qui alors ne vont pas avoir uniquement des activités dans l'espace virtuel, mais qui vont aussi avoir des pots de vin, qui vont avoir cherché de la protection. Donc c'est pas si simple. D'autres questions ou remarques ou, Ben, merci. De toute façon, je reste ici dans le coin et puis soyez tous les bienvenus au workshop cet après-midi pour parler d'ELA.